Bienvenue, Tariq El Melki. Merci Rachid pour l'invitation. Merci. Seconde fois, je suis très heureux, très honoré d'être ici aujourd'hui sur ce plateau. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation une nouvelle fois. Je rappelle, vous êtes économiste, directeur, c'est tout frais d'ailleurs, de l'ISKE à Rabat. Tout à fait. Et membre du bureau politique de l'USFP, l'Union Socialiste des Forces Populaires. Donc avec vous, on va débattre aujourd'hui de la dualité entre croissance économique et accroissement de la dette. Apparemment, il y a les profit warnings qui sont là, et donc c'est quelque chose qu'il va falloir regarder de très près pour cette année 2019. Ensuite, on va parler de consommation des ménages, pouvoir d'achat, voilà, consommation des ménages qui est le moteur de croissance aussi de notre modèle. Donc voir où est-ce qu'on en est un petit peu là-dessus. Et ensuite, on est à peu près à 3 mois des assises de la fiscalité qui vont se dérouler le 3 et 4 mai prochain. Donc on va essayer de voir avec vous aussi les enjeux d'une réforme de la fiscalité qui va être d'ailleurs à mon avis certainement le prélude d'un nouveau modèle de développement au sens large. Mais on va tout de suite démarrer, Tariq El Melki, par juste une petite information. L'information elle est tombée hier. C'est une nomination. Un patron de banque, c'est la deuxième fois en 6 mois qu'un patron de banque est nommé, là en l'occurrence Ahmed Rahou, ambassadeur du Maroc à Bruxelles auprès des institutions européennes. Donc, commentaire là-dessus. Ahmed Rahou est un ami, donc moi je ne peux que me réjouir. Donc vous n'allez rien dire de méchant sur lui, c'est ça? Mais objectivement, moi je considère que Sir Rahou est une véritable compétence. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de connaître lorsque j'ai participé à certains travaux au niveau du Conseil économique et social et environnemental. C'est quelqu'un que j'ai retrouvé, que j'ai eu le plaisir de retrouver dans le cadre du jury de l'économiste, qui attribue le prix de la meilleure recherche. Donc je suis avec lui dans ce même jury. Donc tout le monde connaît ses compétences professionnelles. Vous avez été surprise lorsque vous avez appris sa nomination ou pas? Écoutez, moi je pense que vu la nature du poste, de la fonction, il faut quelqu'un qui soit extrêmement outillé, parce que c'est quand même un poste où donc le Maroc va négocier donc ses intérêts. Donc il faut quelqu'un qui ait une bonne maîtrise des dossiers, une énorme capacité de travail et surtout un grand sens de la diplomatie. Donc moi je pense que Sir Rahou, je suis persuadé qu'il fera le job de la meilleure manière qu'il soit. Donc moi, je considère que c'est une décision. D'ailleurs, du coup, il va remplacer Ahmed Reda Chami. Pourquoi je dis ça? Parce que Ahmed Reda Chami est un qui a aussi une grande compétence. De l'USFP, donc. Oui, c'est un confrère. Un de nos cadres à l'USFP. Vous dites pas frère entre vous. Quand on est de la même famille politique, vous êtes. Moi, c'est Ahmed Chami est un ami. Donc, c'est un ami personnel, donc j'ai là aussi eu l'occasion de collaborer avec lui dans un certain nombre de projets politiques notamment. Donc ces deux personnes sont des amis et je leur souhaite un grand courage dans leur mission très importante et très difficile. Donc ce que je disais en fait, c'est que Ahmed Rahou, ex-patron du CIH maintenant, puisqu'il est que je disais en fait, c'est le deuxième patron d'une grande banque du pays qui est nommé à d'autres responsabilités. Le remplacer sera difficile, c'est ça votre question? Non, ma question c'est Mohamed Benchaboun, lui aussi était patron de la Banque Populaire. Il avait été nommé en juillet dernier, ministre de l'économie et des finances. Donc ça fait 2 patrons de banques. C'est dans l'air du temps. Ouais. Nous verrons ce que ça donnera. Les banquiers ont la cote. C'est dans l'air du temps, les banquiers ont la cote. Peut-être qu'il faut passer par cette expérience dans ce contexte difficile où on a besoin de gens qui maîtrisent la technicité. C'est l'ère de la compétence aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. La dimension politique doit rester prégnante dans la manière d'aborder les grandes problématiques économiques et sociales de notre pays. Et financières. Et financières également. Et financières. Voilà. On va tout de suite démarrer. Là, vous mettez sur les rails, en fait. Tariq El Melki, sur aujourd'hui, si je vous dis qu'il y a une double croissance, une croissance économique timide de 2,9% pour 2019, mais un accroissement de la dette aujourd'hui, est-ce que ça, c'est une espèce de corollaire aujourd'hui qui est extrêmement dangereux, compliqué, complexe et aussi peut-être une équation difficile à résoudre? Non, mais tout d'abord, quelques mots sur la croissance au Maroc. Je veux dire, avant d'aborder cette problématique de l'endettement, qui pour moi en réalité est un faux problème, parce que tout à l'heure, lorsque j'aurai donc l'occasion d'aborder la dette, c'est pas la dette en soi qui pose un problème, c'est le problème du financement de l'économie
Et qu'est-ce qu'on fait de cette dette? Mais pour revenir à la croissance, depuis un certain nombre d'années, le Maroc vit quand même dans une situation d'extrême précarité en la matière, dans la mesure où nous peinons à dépasser le cap des 3,5, 4% de croissance par année. En 2018, les prévisions de croissance sont de 3,3%. 2019, donc selon les meilleures estimations, nous ne dépasserons pas les 3,6. Lorsqu'on considère la répartition sectorielle, donc la contribution de chaque secteur, donc au niveau du rythme de croissance, on voit que c'est pratiquement les mêmes secteurs qui émergent, à savoir donc le secteur agricole, qui est lui-même soumis à l'aléa climatique. Donc une bonne année agricole va avoir donc un impact favorable sur la valeur ajoutée agricole. Et l'inverse est aussi vrai, mais lorsqu'on voit le rythme d'évolution de ce qu'on appelle les industries manufacturières, donc tout ce qui est industrie de transformation, où le Maroc véritablement peine à assurer son envol industriel, on est à des rythmes de croissance relativement bas, malgré les efforts de diversification de l'économie, malgré le développement des nouveaux secteurs, ce qu'on appelle les métiers du Maroc, l'accès au marché international. Si on extrait, on va y revenir, mais si on extrait c'est un indicateur important. Si on extrait le PIB agricole, le rythme d'évolution de l'industrie manufacturière, il ne dépasse pas 3% par an. 1,5 Ce qui est donc extrêmement faible au regard donc des besoins de développement de notre économie. Qu'est-ce qui va plus vite? Qu'est-ce qui est le plus rapide? C'est l'accroissement de la dette et de l'endettement du pays, ou c'est par rapport au niveau de croissance économique? On est aujourd'hui selon les prévisions, vous l'avez rappelé, à 3 points de croissance. On va finir peut-être à 2,8, 2,9 selon les prévisions. Et l'accroissement de la dette, est-ce qu'on est sur les mêmes trends? Non, l'accroissement de la dette, d'abord il faut partir du principe que le Maroc, que l'explosion de cette dette, d'une certaine manière, il est relativement récent, depuis une dizaine d'années. Donc depuis, grosso modo, donc l'occurrence de la crise de 2007-2008, où là on est passé d'un taux d'endettement de 40% du PIB, à peu près 80% aujourd'hui, avec une explosion de la dette extérieure qui dépasse les 300 milliards. En disant notre endettement... Moi, je me rassure d'une certaine manière en disant à quoi sert cette dette. Et lorsqu'on considère donc l'encours de la dette totale, qui est approximativement 800 milliards de dirhams, donc c'est 80% du PIB, donc vous avez raison de souligner son caractère insoutenable, mais il faut quand même partir du principe qu'une grande partie de cet endettement, il sert donc à financer donc l'endettement des établissements publics et l'endettement de l'État, donc les grands projets d'infrastructure, donc qui auront donc un impact très grand au niveau de moi je considère qu'aujourd'hui est-ce que c'est de la bonne dette? Aujourd'hui, c'est de la bonne dette, mais le problème, c'est que c'est pas pérenne. Lorsqu'on va aborder donc tout à l'heure donc la question de la fiscalité, donc au regard on peut pas ne pas aborder la question de la fiscalité si on part pas de l'instrument d'une certaine manière qui permet donc d'implanter une politique économique, donc à savoir la loi de finances 2019. On voit qu'il y a donc un certain nombre de contradictions qui posent justement le problème du financement des mesures que le gouvernement donc a proposées. Un exemple, la loi de finances 2019, elle se propose un certain nombre d'objectifs qui, à mon avis, sont contradictoires et qui poussent à considérer que cette loi de finances, in fine, est-ce que c'est une loi de finances de stabilité ou une loi de finances de relance, dans la mesure où, d'un côté, on nous annonce des mesures sociales ou des mesures de soutien politique sociale, notamment dans le secteur de l'enseignement et de la santé, ce qui est très bien, où les budgets ce qui est extrêmement important. Mais lorsqu'on considère donc que le budget le budget supplémentaire alloué au ministère de l'enseignement, au ministère de la santé, on ne dépasse pas 10 milliards. Donc déjà, cette manne financière en termes d'augmentation. Donc moi, je ne suis pas certain du tout que cette augmentation sera de nature véritablement à affronter les problèmes structurels et endémiques du secteur de l'enseignement et de la santé. Dans le même temps, on nous annonce que cette loi de finances est de nature à soutenir la compétitivité des entreprises, notamment les PME et les TPE. Je ne vois pas quelles sont les mesures de fond qui justement vont soutenir cette compétitivité des entreprises. À part une mesure qui me paraît intéressante, et là, à mon sens, il faut revoir les seuils
c'est la progressivité, donc au niveau des seuils d'imposition de l'IS. Mais encore faut-il, là, moi, je considère qu'il y a un problème de pression fiscale sur les entreprises. Il faut savoir que le taux d'imposition moyen des entreprises au Maroc, il est de 49%. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. On est extrêmement loin de la moyenne mondiale qui est de 40%, je pense, autour de 40%, exactement. Voilà. Donc la pression fiscale, notamment sur les PME et sur les TPE, elle est absolument énorme. Et là, je ne vois aucune mesure de nature véritablement à soutenir la compétitivité. Et pour terminer, et c'est là où je considère cette loi de finances, elle n'est pas lisible, elle est hybride, on vous annonce clairement que tout cela se fera dans le cadre de du maintien des sacro-saints équilibres macroéconomiques, notamment le déficit budgétaire qui est donc estimé à fin 2019 à 3,7%. Alors que lorsque vous faites un calcul très simple, les besoins de financement du Trésor au regard de cette loi de finances dépasseront les 100 milliards de dirhams. Alors moi j'aimerais comprendre juste, pour financer notre économie, comment le gouvernement va financer ces 100 milliards de dirhams en termes de besoins de financement. Il y a deux cas de figure, me semble-t-il. Il n'y a pas mille solutions. Plus d'impôts. Oui, voilà. Donc, plus de pression fiscale sur les ménages. Oui. Donc, on aura l'occasion d'aborder, moi, je considère. Ça va être le deuxième volet du débat, d'ailleurs. Le grand mal de notre économie, c'est le poids endémique de la fiscalité sur la consommation et sur les ménages. Ou bien, on va, encore une fois, donc, s'endetter. Et là, on nous annonce donc une sortie c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Sur le marché à la fois ça et à la fois aussi la recommandation du FMI. C'est nécessaire peut-être, mais ce n'est pas pérenne. Ce n'est pas pérenne. Ou bien, une solution que moi je préconise, dans un premier temps, c'est de laisser filer le déficit de l'État pour quelques années. Sur la même ligne politique et idéologique que le patron du HCP, qui a préconisé effectivement de laisser filer les déficits, de laisser filer l'inflation pour pouvoir un petit peu... À court terme, c'est des mesures de politique contracyclique. Et tous les économistes le savent, dans une période de récession, et c'est ce qu'ont fait tous les gouvernements du monde entier suite à la crise de 2007-2008, Sarkozy au premier chef, c'est lorsque vous êtes en période de récession, vous mettez pas donc en place une politique d'austérité budgétaire, une politique d'orthodoxie monétaire ou budgétaire. Vous faites l'inverse. Donc vous endettez, vous laissez filer à court terme les déficits, le temps de dégripper un petit peu la machine, et puis donc à ce moment-là, donc dans les périodes de relance économique ou d'accalmie, d'embellie, là vous revenez un peu plus d'orthodoxie budgétaire. Il ne sert à rien dans des situations comme nous vivons, où nous avons des seuils, des rythmes de croissance qui ne dépassent pas 3%, de nous imposer une inflation de 2%, alors que là aussi, cette politique de ciblage de l'inflation, de vouloir plaire à tout prix aux institutions financières internationales, qu'est-ce que, in fine, ça nous apporte sur le plan en termes de croissance, en termes de création d'emplois. On va faire la transition sur le pouvoir d'achat, consommation des ménages, qui sont le moteur de croissance. Donc, pour terminer le dernier point du financement, l'endettement, moi je pense qu'on est arrivé à un niveau de non-soutenabilité. Il faut faire attention, 80% de l'EGPO prévoit pour 2019. Laisser filer les déficits à court terme, mais pour moi, la solution idoine passera inévitablement par une réforme fiscale dont l'objectif c'est d'alléger la fiscalité sur la consommation, d'élargir la base imposable au niveau des agents économiques que sont les ménages et les entreprises. Ça c'est pas simple, hein. Quand on a vu l'adresse électronique, la facturation électronique, on a vu que c'était pas simple d'élargir l'assiette. Tout ça est lié à une volonté, à un courage politique qu'on a ou qu'on n'a pas. Oui, on va aller sur le pouvoir d'achat et sur la consommation de ménage, mais juste sur un dernier aspect, recommandation du FMI vient communiquer il y a quelques jours, Tarek Melki, de dire voilà, le Maroc, vous êtes prêts aujourd'hui, en tout cas nous on vous recommande de reflexibiliser, deuxième vague de flexibilité de notre monnaie. Donc nous pour l'instant, il y a une réaction très rapide de la petite jouerie en disant oui, mais bien, tout ça c'est très bien. C'est des instruments. C'est des instruments de politique économique. Vous en avez trois. Vous avez la politique budgétaire, la politique monétaire et la politique de change. Mais tout cela doit être mis au service de quoi? D'un projet économique, d'un modèle de croissance, de politique sectorielle. Il faut qu'on développe une offre Maroc compétitive à l'export et qui soit, on va dire, accompagnée par ces politiques budgétaires, monétaires et de change. Mais il ne sert à rien de flexibiliser le dirham si vous n'avez rien à produire ou à exporter. C'est du bon sens. C'est pour ça que, vu l'accroissement de la dette, est-ce qu'il y a quelques secondes pour justement, nous avons, avec un certain nombre d'autres économistes, travaillé sur un peu la refonte de ce modèle de croissance qui est arrivé
on va dire, en bout de souffle. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle de croissance qui a été basé sur la demande intérieure, alors qu'aujourd'hui on voit que le marché intérieur il est extrêmement limité, que le pouvoir d'achat des ménages, le rythme d'évolution du pouvoir d'achat des ménages est inférieur à celui de l'inflation, vous vous en rendez compte ? Donc aujourd'hui, ce modèle de croissance n'a de sens que s'il est véritablement orienté vers l'export, à travers la diversification productive, à travers la mise en place d'une offre produit de qualité et à travers la transformation structurelle de notre économie, qui va passer d'une économie basée sur les ressources, sur l'accumulation des ressources, à une économie basée sur ce qu'on appelle l'efficience des ressources. Sur le pouvoir d'achat, la consommation, suivi comme modèle des pays asiatiques. La consommation des ménages, comment vous expliquez la dégradation de notre modèle de consommation ? Le fait qu'il y ait un abaissement divisé par 2, moi j'ai selon les informations d'ailleurs et les données du parce que ce modèle de croissance en matière de croissance des ménages, on est passé d'un cycle de 5% entre 2006 et 2012 à 3% parce que nous n'avons depuis 2013 à aujourd'hui. Parce que nous n'avons plus de classe moyenne. La classe moyenne marocaine a été laminée ces 10 dernières années. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le pouvoir d'achat des ménages et la consommation a été divisé par 2 en 10 ans? En termes de cycle, on est passé de 5 à 3. La consommation des ménages. Oui. On était sur un cycle de 5% de 2006 à 2012, et aujourd'hui on est sur un cycle de 2017-2018, le rythme d'évolution de la consommation des ménages est à peu près à 5%, mais c'est lié à quoi ? C'est lié donc aux revenus en milieu rural. C'est les ménages en milieu rural, en temps de pluie, qui d'une certaine manière soutiennent la consommation des ménages. Mais en milieu urbain, la consommation des ménages stagne, voire diminue. À cause de quoi ? À cause de la cherté de la vie. Lorsqu'on considère le coût de l'éducation dans le secteur privé, le coût de la santé, le logement, le transport, etc., les ménages, les classes moyennes marocaines sont, on va dire, prises à la gorge. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il faut d'urgence mettre en place des mesures de soutien au pouvoir d'achat qui auront comme finalité d'abord d'alléger la pression fiscale en matière de TVA, en matière de taxes intérieures de consommation et en matière d'IR, et surtout mettre en place une politique active de revenus et lutter contre le active de revenus, clairement, de manière très vulgarisée, ça veut dire le milieu rural au Maroc, une hausse des revenus. Les ménages en milieu ruraux, ce sont eux qui soutiennent la consommation, le rythme d'évolution de la consommation nationale sur le plan global, ce qui n'est pas normal. Vous en conviendrez. C'est pas normal. C'est le pouvoir d'achat rural qui soutient le pluie. C'est ce pouvoir d'achat-là qui permet d'une certaine manière de faire respirer l'économie. Je vous donnerai un exemple par rapport à la loi de finances. Nous sommes, entre guillemets, amusés dans le cadre du Centre marocain de conjoncture de mesurer un peu l'impact d'un certain nombre de mesures fiscales au niveau des entreprises et surtout au niveau des ménages, l'impact en matière de génération, c'est-à-dire de revenus supplémentaires générés pour ces agents économiques que sont donc les entreprises et les ménages. S'agissant des ménages, nos études, nos simulations, nos études d'impact ont démontré que, d'une certaine manière, que ce qui a été donné d'une main, à travers donc un certain nombre de mesures particulières, a été repris de l'autre, à travers donc l'augmentation de la fiscalité, notamment tout ce qui est TIC. Et lorsque vous voyez en net, ce qu'ont gagné les ménages par rapport à ces mesures introduites au niveau de la loi de finances, le seuil net est extrêmement faible. Donc qu'est-ce qui sauve d'une certaine manière le financement de l'économie ? C'est l'investissement supplémentaire en matière donc d'investissement public, à peu près 8 milliards de dirhams. Donc c'est ça, d'une certaine manière, c'est 8 milliards de dirhams injectés dans l'économie nationale, qui aura donc un impact sur la demande intérieure, et donc un impact sur ce qu'on appelle donc le coefficient. C'est l'État, c'est la manne financière provenant de l'État, qui, d'une certaine manière, désasphyxie l'économie. Ce ne sont ni les entreprises, ni les ménages, ce qui est quand même assez grave. Tout le monde est pour le pouvoir d'achat. Ma question, en fait, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que le premier levier à actionner, c'est une revalorisation des salaires? Ah oui, tout à fait. Oui, notamment du SMIC. Avant même la pression fiscale, avant même la réduction de la pression fiscale. Mais pour moi, les deux leviers, c'est la fiscalité et les revenus. Oui. C'est la fiscalité, et donc à travers la réforme des deux impôts qui pèsent, qui grèvent le pouvoir d'achat des ménages, la TVA et l'impôt sur le revenu, et bien évidemment, il faut mettre en place une politique de revalorisation. Justement, parce qu'on va y revenir sur la réforme fiscale, mais si je baisse la TVA et que je baisse l'IR, l'impôt sur le revenu, ça veut dire moins de recettes fiscales pour l'État. L'État qui tout combiné, c'est moins de rentrées. Non, je vais vous donner, là aussi, nous avons effectué un certain nombre de simulations par rapport à cette réforme fiscale. Lorsqu'on considère
l'IR, donc l'impôt sur le... D'abord, lorsqu'on considère la manne financière dégagée par la TVA, la TIC et l'IR, ça représente à peu près 150 milliards de dirhams. Donc c'est pratiquement les 3/4 des recettes fiscales totales. Donc l'IR, 3/4, l'IR, la TVA. TVA plus TIC plus IR, génère pour l'État à peu près 150 milliards de dirhams et les par an. 50 milliards de dirhams, c'est l'IS. Donc ça veut dire qu'on est pratiquement 70% des recettes fiscales de l'État sont donc d'une certaine manière sont liées donc à la fiscalité sur la consommation. Donc moi, à mon avis, s'il y a 2 réformes à mettre en place en urgence, c'est la réforme de l'IR et la réforme de la TVA. Et on sait, nous nous sommes amusés donc à faire un certain nombre de simulations donc au niveau du CMC. Si vous baissez par intervalle d'imposition, si vous baissez donc l'IR de 10% par an, de 10%. C'est qu'on passerait de 38 à 28. Voilà, de 10 points par an. Ouais. Donc vous allez avoir un impact extrêmement donc important sur la croissance, donc à travers justement l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages qui va avoir un impact direct sur la consommation. Donc on a estimé à peu près cette baisse de 10 points aura donc un impact de plus 0,4 points de croissance supplémentaires par an. Est-ce que vous avez fait des mesures d'impact juste si vous me permettez mesures d'impact sur le finance extérieure, sur le finance extérieur. C'est-à-dire que si j'abaisse de 10 points l'IR, c'est-à-dire que je le fais passer de 38 à 28, c'est bien ça? Selon vos simulations, par seuil d'intervalle. Par seuil d'intervalle. En tout cas, de 38 à 28. Mais je termine. Est-ce que vous avez mesuré l'impact sur les finances extérieures? C'est-à-dire sur le commerce extérieur, compte tenu que les Marocains, généralement, consomment beaucoup plus de produits importés que de produits fabriqués localement. Donc, si vous relancez la consommation, mais que vous relancez aussi... Vous revenez à la question de base. La fiscalité, encore une fois, en parallèle avec la politique budgétaire, la politique monétaire, la politique de change et la politique fiscale, ce ne sont que des instruments au service d'une politique économique. Cette politique économique doit avoir comme, on va dire, comme enjeu ou comme, on va dire, je dirais comme objectif final de positionner l'économie, d'améliorer la compétitivité de l'économie marocaine à travers donc une offre produit exportable qui justement permettent une meilleure insertion de notre économie sur les marchés internationaux. Je ne l'ai pas aujourd'hui, pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc. Tout ça va de pair. Est-ce que je peux envisager une baisse de l'IR, compte tenu que je n'ai pas d'offre aujourd'hui produits fabriqués localement, à forte valeur ajoutée et exportable? Tout ça va en parallèle. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons des politiques sectorielles dans l'industrie, dont l'objectif, c'est de monter en gamme au niveau donc d'un certain nombre de métiers mondiaux du Maroc. Lorsqu'on considère les chiffres des exportations, il y a quand même des choses qui vont bien au Maroc. L'industrie automobile est le premier secteur exportateur au Maroc. Le secteur des produits phosphatiers se porte très bien à la faveur des plans d'investissement massifs qui ont permis véritablement à nos produits d'améliorer leur positionnement à l'international. Vous avez d'autres secteurs qui peuvent aussi être explorés, je pense notamment à l'économie de la mer. Il y a beaucoup de pays dans le monde, je pense notamment à un certain nombre de pays asiatiques, le Japon et la Corée du Sud, qui ont assis pendant une certaine période donnée une partie de leur développement économique sur ce qu'on appelle donc l'économie de la mer. Vous avez l'économie verte à travers des énergies renouvelables. Le Maroc peut progressivement se positionner là aussi en tant que producteur d'énergie, mais en tant que producteur de composants, donc fabriquer les composants, les panneaux photovoltaïques, comme l'a fait la Chine à un certain moment. L'économie numérique, qui peut à terme, on va dire, devenir un secteur. Voilà, mais tout ça doit être mené en parallèle. Pour revenir à la fiscalité, à nos estimations, par rapport à l'IR... Est-ce que l'enjeu, il n'est pas la fiscalité sur la production, sur un modèle basé sur l'offre, avant d'envisager effectivement une fiscalité qui soit propice pour relancer la consommation et la consommation des ménages? Moi, je considère où est-ce qu'on met le curseur, en fait? Non, moi, je considère que nous avons un système fiscal extrêmement injuste. Le poids de la fiscalité pèse sur le travail à 35% en moyenne, 16% sur le capital. Donc, vous voyez, en moyenne. En moyenne, en matière de... Lorsqu'on lisse, on voit qu'il y a un déséquilibre flagrant. Donc, c'est bien la preuve que nous avons un système fiscal injuste, extrêmement compliqué, avec des centaines de mesures dérogatoires qui, in fine, participent de l'économie de la rente. Moi, je considère que lorsque demain, ces assises de la fiscalité vont se tenir, il y a aussi un certain courage politique à avoir et s'attaquer à des situations de rente indues par rapport à certains acteurs économiques dont l'impact sur notre économie est justement, extrêmement faible. On va passer sur le troisième volet du débat. Sur la fiscalité à 3 mois, les assises fiscales, parce que elles vont se dérouler le 3 et 4 mai prochain, donc on est à moins de 3 mois.
C'est le moment de se dire aujourd'hui, est-ce que pour vous, il est extrêmement important de tout mettre à plat? Ah oui, non, je pense qu'il est temps de tout mettre à plat. Y compris les systèmes dérogatoires. Y compris la dépense fiscale, ça avait été la dépense fiscale, c'est 35 milliards de dirhams. Voilà. Et les mesures d'impact ont montré qu'il y avait eu pratiquement les deux secteurs qui en ont le plus bénéficié, c'est l'agriculture et l'immobilier. Ça participe de l'économie de la rente. Donc moi, je pense que si modèle économique il doit y avoir, il y a un grand problème de gouvernance au Maroc. Et la meilleure preuve, c'est que l'État s'est complètement déresponsabilisé pendant des années de son rôle d'arbitre, de régulateur, à tel point qu'il a fallu la campagne de boycott pour réactiver un organisme constitutionnel, le Conseil de la concurrence, on va dire en urgence. Et ça a favorisé, je suis désolé, la prédation économique, ça a favorisé l'économie de la rente, ça a favorisé le clientélisme, les passe-droits, les abus de position dominante, etc. Donc tout ceci est insupportable et doit cesser. Avec le SFP qui a regardé ça avec des lunettes de soleil et qui n'a pas bougé d'un iota. J'allais vous dire aussi. Voilà, parce que vous êtes aussi membre du bureau politique du SFP, donc les constats vous les faites, mais vous êtes aussi peut-être aussi responsable, voire co-responsable de cette situation. Il nous faut une vision. Oui, mais sur la fiscalité. Donc on est à 3 mois de ces assises, de la DGI, Direction Générale des Impôts, a adressé un communiqué en disant grosso modo primo. Donc c'est pour planter le décor de ces assises. Ça ne sera pas a priori le même scénario qu'en 2013. C'était les précédentes assises. Ces assises ne sont pas le mur des lamentations. Donc toutes les pleureuses, ça ne sera pas pour eux. Pas des doléances aussi auprès du gouvernement pour faire des doléances. Pas de démagogie, mais du pragmatisme, en tenant compte aussi de l'environnement national, international et les contraintes de l'État. Ce qu'on a un petit peu évoqué en première partie. La problématique de la dette, la gestion de la dette et la question du financement de notre économie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la neutralité de la TVA. Donc, supprimer, c'est quelque chose que vous connaissez très bien aussi. Toutes ces distorsions aussi qu'il peut y avoir, qui est générée par la non-neutralité de la TVA. Un peu pour soulager aussi la trésorerie des entreprises. 3, et on est en plein dedans, le rééquilibrage entre l'impôt sur les sociétés, la fiscalité sur le capital et l'impôt sur le revenu du travail. Donc, sur l'IA. Procéder à un rééquilibrage. Ça, c'est le troisième point qui figure. C'est ce que je vous ai dit. Et le quatrième point, c'est encourager l'épargne longue durée pour casser, effectivement, ou contrecarrer la spéculation. Parce que vous avez parlé un petit peu de ça. Donc moi, grosso modo, quand je vous dis, on est à 3 mois les assises, voilà un petit peu le décorum de la DGI. Qu'est-ce que vous dites? Non, je dis que les orientations sont les bonnes, mais moi, le seul bémol que je peux mettre à cela, avec tout le respect que j'ai pour la DGI, moi, je crains que ces assises soient un peu le bis repetita des précédentes et qu'on soit dans une logique technique, comptable, alors que le volet politique, dans l'élaboration, la conception et l'implémentation d'une politique fiscale est très important. In fine, la fiscalité sert à quoi? Elle sert, d'une certaine manière, à assurer aux populations les plus démunies, les plus vulnérables, un service public de qualité et lutter justement contre ces distorsions donc liées au fonctionnement, aux excès et l'économie de marché. Donc la fiscalité, en plus de sa neutralité, elle doit être juste, elle doit être équilibrée. Et lorsqu'on voit justement donc ces gros déséquilibres en matière de fiscalité, entre la fiscalité qui pèse sur la consommation et la fiscalité qui pèse sur le travail, moi j'ai envie de dire que, in fine, les gouvernements successifs ont choisi la facilité en surtaxant les classes moyennes, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Donc c'est la responsabilité du politique. C'est les classes moyennes. Oui. Normalement, un ministre de l'économie et des finances... Pourquoi vous déplorez l'absence du politique dans la mise en place de ces futures assises? Moi, je veux que ces assises soient l'occasion d'un grand débat qui associe les partis politiques, d'opposition comme de gouvernement, le gouvernement bien évidemment, et l'aspect technique doit venir à la fin, une fois que les grandes orientations la DGI ne veut pas de ça. La DGI ne veut pas de ça pour les prochaines assises. C'est pas à la DGI, excusez-moi. En tout cas, c'est la position de cette. C'est pas à la DGI d'élaborer la politique fiscale du Maroc. Et là, j'ai lu quelque part qu'il y avait le gouvernement, à travers le ministre des Finances peut-être, qui a donc évoqué plutôt la possibilité d'une loi cadre. Moi, je pense que c'est extrêmement important parce que dès lors que cette loi cadre existe, elle va être amendée, votée au Parlement dans les deux chambres. Donc, d'une certaine manière, la représentativité populaire
de manière directe, voire indirecte, sera questionné. Vous savez, Tariq Melki, je vais vous dire. Donc c'est quand même important de faire participer tout les le processus et le respect du processus démocratique à l'élaboration de cette loi cadre qui va régir la politique fiscale. C'est pas un instrument technique qui doit être élaboré en catimini par des hauts fonctionnaires, avec tout le respect que je leur dois. La fiscalité a un rôle politique extrêmement important, au sens noble. Ça sert à corriger les déséquilibres, encore une fois, donc induits par le mauvais fonctionnement du marché. Quand on voit la gestion politique, si vous permettez, la gestion politique par le politique de la facturation électronique, moi ça me fait peur. Ça c'est un autre aspect. Ça me fait peur. Et ben là c'était un aspect, il y avait un volet fiscal. Vous posez la question d'une certaine manière de la compétence. Ça a été sauf qui peut. De l'élite politique. Le politique n'a pas pris ses responsabilités, ça a été sauf qui peut sur la facturation électronique et sur l'adresse électronique. Ça a été mal préparé. Donc vous me dites que demain ils doivent sérieux de penser le futur modèle fiscal, moi j'ai peur. Écoutez, je dis je sais pas. Non, les assises sur la fiscalité sont annoncées depuis plusieurs mois. Oui. Donc, on a largement le temps de préparer ça de manière sereine, en impliquant l'ensemble des parties prenantes concernées. Il faut d'abord tracer les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut de cette réforme fiscale ? Moi, je poserai le problème de cette manière-là. Quelles sont finalement la finalité ? Moi, j'en vois deux. C'est d'abord soutenir le pouvoir d'achat des ménages à travers donc une refonte, la mise à plat de l'IR et de la TVA. Et deuxièmement, soutenir la compétitivité des entreprises à travers là aussi, au-delà de la réforme de l'IS à travers les taux, c'est surtout donc donner aux entreprises, aux PME et surtout aux TPE, donc la possibilité d'investir à travers donc des mesures de soutien, donc des crédits d'impôt pour favoriser l'investissement. Non, des crédits d'impôt. Tout à fait. Moi, ça fait des mois, voire des années que je défends cette idée du crédit d'impôt recherche, du crédit d'impôt sur la compétitivité et l'emploi. C'est des choses qui ont fonctionné ailleurs. Et je ne vois pas pourquoi au Maroc ça ne serait pas le cas. Il y a aussi la question du financement. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut aussi aborder cette question du financement. Il y a la fiscalité qui grève le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité, mais aussi le problème du financement qui reste entier, dans la mesure où même les entreprises qui veulent investir, elles n'ont pas accès au crédit bancaire. C'est devenu donc extrêmement lourd aujourd'hui d'avoir un crédit bancaire parce qu'il y a ce qu'on appelle donc un effet d'éviction en défaveur. Donc le problème du financement, il doit être réglé à travers là aussi la mise en place d'un certain nombre d'instruments nouveaux. Et là aussi avec un certain nombre d'autres économistes, on avait pensé donc à la création d'une banque ad hoc, ce qu'on appelle banque publique d'investissement, etc. Donc, la question du financement et la question de la fiscalité doivent être menées de pair, mais derrière, il faut avoir une vision. Qu'est-ce qu'on veut ? La fiscalité s'inscrit dans un projet de société. On veut moins de déficit et plus de compétitivité. Et plus, pour avoir plus d'emplois. C'est des vœux pieux. Voilà, grosso modo, l'objectif final. Mais simplement, moi, la question que je viens de me poser aujourd'hui sur la TVA. Sur la TVA, aujourd'hui, il y a 4 taux. Oui. Nous préconisons la restructuration de la TVA. C'est l'impôt qui pèse le plus sur la consommation. Tout à fait. Oui. Le réduire à 2 taux. Il est extrêmement injuste. Oui. Bien sûr, il génère 65 à 70 milliards de dirhams par an pour l'État, mais il est extrêmement injuste, que ce soit pour les ménages, même pour les entreprises. Et d'ailleurs, l'impact de tout cela, c'est qu'il y a, ça induit d'une certaine manière, ça participe du développement de l'économie informelle. Et ce problème de la facturation que vous évoquiez, il est lié à ça. Là où le politique est parti l'année dernière à quitter la barque. Donc, tout ça, tout est lié. Donc, tout est lié. Il doit y avoir une vraie réflexion en amont. On ne peut pas, du jour au lendemain, décider de facturer les commerçants, alors que pendant des années, on s'est contenté de cette situation. On a même laissé clore l'économie informelle, pensant que ce serait donc un instrument, on va dire, d'ajustement social, un instrument qui favorise la paix sociale. Et du jour au lendemain, parce que l'État a besoin de ressources, on va mettre en place ce type de mesures dont on le sait qu'elles seront impopulaires en l'absence de mesures d'accompagnement, en l'absence d'explications. Donc tout est lié. Donc la fiscalité doit être posée d'abord de manière politique. Ça c'est extrêmement important, en ayant le courage même d'aller, moi, et je le dis en toute responsabilité,
il y a des situations de marché captif, il y a des situations de rente, des situations de clientélisme qui justement ont profité de cette manne fiscale instaurée par le politique. Oui, non, mais dites c'est le politique. Il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir. Alors, est-ce que le politique, est-ce que vous, la fiscalité doit pas être vous les politiques, vous allez être capable de déconstruire un modèle que vous avez instauré? Moi, c'est toute ma question en fait. Et mon interrogation. Moi, le moment venu, et je commençais à le faire ici, lorsque je dis que l'approche doit être d'abord politique avant d'être technique, pour moi, les assises de la fiscalité ne doivent pas servir uniquement à revoir 2-3 taux au niveau de l'IR, 2-3 taux au niveau de l'IS, idem pour la TVA. Si on arrive à ça, c'est très bien. Mais là, pour moi, c'est la base. D'abord, in fine, qu'est-ce qu'on veut de cette politique fiscale? Voilà. Et dans quelle mesure on instaure dans ce modèle de développement économique que tout le monde appelle de ses voeux. La politique fiscale doit être un instrument d'accompagnement. Donc on doit soutenir la compétitivité de nos entreprises, et surtout celles qui exportent, mais ça veut dire c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, le corollaire, fiscalité sur la production et sur tous les outils de production, c'est qu'il y ait une politique de l'offre qui soit suffisamment donc compétitive pour que cette fiscalité serve à quelque chose. Le deuxième niveau, c'est bien évidemment donc lutter ou bien soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Et le troisième niveau, qui pour moi est le plus important et le plus difficile, c'est lutter contre l'économie de la rente, à savoir à travers donc les mesures avec le dérogatoire. On a démarré avec la dette, donc un accroissement de la dette, de l'Egito qui nous dit voilà attention, le spectre de 80-82% du PIB on y est, il faut faire extrêmement attention. Simplement, voilà, est-ce que je peux aujourd'hui, moi, y compris dans la perspective de ces assises de la fiscalité, à la fois alléger l'IS, à la fois alléger l'IR, sachant que c'est la première fois dans l'histoire du Maroc que les recettes générées par les impôts, directs ou indirects, ont donné la condition sine qua non 200 milliards de dirhams, mais j'arrive pas à faire plus. Non. En termes de collecte générale de l'impôt. Nous sommes à 200 milliards de dirhams à peu près par an, un peu plus. IS, IR, TVA. En mettant en place donc les simulations que nous avons effectuées, la réforme concomitante de l'IS, de l'IR, de la TVA, peut générer par an, pour le budget, en termes de recettes supplémentaires pour l'État, au moins 30 milliards de dirhams. À travers quoi? L'élargissement de la base imposable des agents économiques. Plus de cotisants. Plus de cotisants. Et lorsqu'on parle de réforme de l'IR, un chiffre quand même qui doit vous interpeller, c'est que 70% des recettes de l'IR, elles pèsent sur les salariés. 4 millions de contribuables uniquement. Donc, la condition sine qua non de cela, c'est qu'il faut assujettir à l'IR l'ensemble des revenus professionnels. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc il faut taxer beaucoup plus largement. Il faut élargir les catégories de population. Bien sûr. Vous saluez donc le travail qui a été entrepris par la DGI auprès des professions libérales. C'est très bien. C'est très bien. Mais le politique a été silencieux. Même l'USFP a été silencieuse là-dessus. C'est très bien. Mais quand la DGI fait le sale boulot, le politique se plante, il ne dit rien. Non, je sais pas. Je suis là en face de vous, je vous réponds. Oui, le politique. Mais le politique, il est où? Je vous réponds. Il est en face de vous. D'accord. Donc vous saluez le. D'accord. Parce que pour moi, la condition sine qua non de la réussite de cette réforme de l'IR, c'est l'élargissement de la base imposable en taxant les revenus professionnels. C'était aberrant. Je profite que vous soyez là aussi. Est-ce que vous saluez aussi de catégories dites libérales ne soient pas assujetties à l'impôt. Et ça a un impact sur la croissance et un impact sur les recettes fiscales. L'IS, c'est pareil. Les simulations montrent que vous allégez l'IS moyen de 3 points de base, ça va générer 0,1 point de croissance par an, et idem par rapport donc aux recettes fiscales à travers l'élargissement de la base fiscale. On va quitter le secteur privé, les professions libérales, on va aller sur les fonctionnaires. Oui, comme vous avez dit, réforme l'administration publique. D'ailleurs, c'est un sacré caillou, à mon avis, dans la chaussure de votre ministre USFP de la fonction publique. Mais simplement, le 20 février prochain, il y a un mouvement de grève qui est annoncé par les enseignants. Oui. Ma question n'est pas innocente. J'ai en face de moi Tariq Maliki, qui est aussi membre du bureau politique de l'USFP. On sait bien que le corps enseignant a toujours été relativement proche idéologiquement et électoralement de l'USFP. Est-ce que vous soutenez ce mouvement de grève? Et surtout, est-ce que vous soutenez les revendications de ce mouvement? Quelles sont ces revendications? La première, c'est une augmentation des salaires. Qui sont gelés et bloqués depuis 2011. Juste par rapport à ça, est-ce que vous, aujourd'hui, après tout ce qu'on a dit, est-ce que vous considérez aujourd'hui... Je vais prendre 30 secondes pour parler un peu du choix que j'ai effectué. Ça me donne l'occasion de parler de l'un des plus nobles métiers qui puisse être avec le médecin. C'est-à-dire pour moi, l'enseignant et le médecin sont d'une certaine manière
bon, avec tout le respect que je dois aux autres, comprenez-moi bien. Parce que les deux sauvent des vies. Parce qu'ils sont d'une certaine manière, c'est des missions quasi mystiques. Former, instruire, diffuser la connaissance et soigner. Et Dieu sait à quel point ces deux fonctions sont extrêmement importantes et mal reconnues et de plus en plus mal considérées dans notre société. Pour revenir à la question, avant d'assumer la responsabilité de directeur de l'ISCAE, je suis professeur à l'ISCAE depuis presque une dizaine d'années. Donc j'ai gravi les échelons PA, enfin ce qu'on appelle professeur assistant, professeur habilité à diriger des recherches. Bien évidemment, c'est pas aujourd'hui que je suis devenu directeur que je vais d'une certaine manière tourner le dos aux revendications légitimes en matière de conditions matérielles des enseignants. Il est aberrant aujourd'hui qu'un professeur assistant au Maroc touche 13 000 dirhams par mois pour commencer. C'est une honte. Et je le dis. D'accord. Et je le dis. Donc la revalorisation salariale des enseignants, on parle des enseignants de l'enseignement supérieur. Oui. Ceux qui réfléchissent, ceux qui produisent la connaissance, ceux qui la diffusent, ceux qui forment des générations et des générations. Ceux qui sont censés faire des recherches. C'est aberrant que les rentiers analphabètes fassent de l'argent de manière indue et n'importe comment, et que celui qui soigne et instruit soit considéré presque parfois comme un paria de la société. Donc, bien évidemment, je soutiendrai ces revendications salariales, les revendications matérielles. Les enseignants n'ont aucun moyen de travailler. On parle de recherche. Il n'y a pas de politique de l'innovation au Maroc. On parle de modèle de développement. On dépense même pas 0,5 points de croissance dans la R&D. Est-ce qu'il y a un pays qui s'est développé sans politique d'innovation? Est-ce qu'en revalorisant les salaires des fonctionnaires, on aura un enseignement de meilleure qualité? Moi, je veux que les conditions matérielles des enseignants soient revalorisées en urgence. Que ce soit leurs conditions matérielles, leurs conditions de travail. Qui c'est qui paye? On trouve des sources de financement. C'est-à-dire, on s'endette? Les entreprises peuvent payer. Les entreprises peuvent payer. Partenariat public-privé, en fait? Voilà, tout à fait. Les entreprises peuvent payer, comme c'est le cas au Canada, en Amérique du Nord. Voilà. Tout le monde parle de crise d'université. Personne ne met la main à la pâte. Et l'État ne peut pas tout. L'État ne peut plus tout. L'État ne peut pas tout. Les régions aussi. Qu'on mette tout le monde devant ses responsabilités. Les régions doivent être responsables, les entreprises doivent être responsables, tout le monde est responsable. Alors c'est facile de venir jeter la pierre sur un secteur, sur les enseignants, mais personne n'est capable d'assumer ses responsabilités. Et c'est pas aux enseignants de trouver des solutions. C'est pas à l'État seul de trouver des solutions. Il y a l'ensemble des parties prenantes doivent se mettre sérieusement au travail parce que si crise de l'université il y aura crise de la société avec toutes les dérives. Pourquoi ça peut aucun politique qui s'est exprimé? Et c'est une colère saine. Oui, je vois ça, il y a une colère saine, mais il en faut parfois. Il y a aucun politique qui n'a pris la parole alors que ce mouvement. Moi, je suis concerné en tant qu'enseignant, je suis concerné en tant que directeur d'établissement et je ferai tout pour assurer aux étudiants et au corps professoral les meilleures conditions de travail. Mais on ne peut pas tout seul. Alors que les entreprises assument leurs responsabilités. À travers le financement de chaires de recherche, à travers le financement de salles de classe, que sais-je encore. C'est le modèle qui marche aux États-Unis et en Amérique du Nord. Il faut savoir que les universités vivent en grande partie grâce aux subventions du secteur privé. Est-ce que c'est son métier à l'entreprise de financer les actions sociales, de cofinancer les universités, des chaises ou des tables dans mais pas dans des ça. facs ou dans les Je parlais de chaires de recherche, mais il faut pas rester ça. Je sais pas, je vous pose la question. Je parlais du soutien à la recherche. Je parlais du soutien aux projets pédagogiques. On parle aujourd'hui de nouvelles techniques pédagogiques, classe inversée, e-learning, plateforme numérique, etc. Tout cela a un coût. Tout cela ne tombe pas du ciel. Tout cela a un coût. Les entreprises aujourd'hui, parce que in fine, il faut quand même revenir à la base. Ce sont ces mêmes entreprises-là qui demain vont être confrontées à nos lauréats. Donc, il ne faudra pas après se plaindre demain que nos lauréats sont passés ceci, ne sont passés cela, si les entreprises nous ont laissé nous débrouiller toutes seules. Donc, elles ont une responsabilité dans ce qui arrive. Alors, si elles veulent corriger le tir, il est peut-être temps qu'elles travaillent aussi en amont. Nous, à l'ISCAE, on a la chance d'être assez ouvert sur l'entreprise, donc d'impliquer et d'intégrer le secteur privé en amont dès même le choix de nos lauréats. Mais il faut que l'entreprise, de manière générale, assume ses responsabilités dans la refonte de ce modèle sociétal où l'université, où l'école doit être, on va dire, érigée en priorité. L'entreprise qui ne doit pas être perçue non plus comme une vache à lait, l'entreprise qui ne doit pas être perçue non plus comme, où on peut y adosser tous les mots MAUX, ou toutes les failles ou tous les déficits. On ne lui impute aucun mal. On considère juste que l'entreprise, dans sa fonction citoyenne,
elle a une responsabilité à avoir parce que l'État ne peut plus tout. L'État n'a plus les moyens de tout régler. Sur le plan budgétaire, on en a parlé pendant une demi-heure. Donc il y a un basculement. Voilà. Donc il y a un basculement aujourd'hui. C'est les vases communicants. Et chacun doit assumer ses responsabilités. Je parlais de la région. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, tout ne doit pas venir de l'État. C'est terminé où on décline des visions stratégiques. Y compris l'enseignement. Partout. Compris Moi, la je santé, considère que demain, Ouais. que ce soit au niveau de l'économie, parler de politique sectorielle, c'est pas au ministère de l'Industrie seul de venir dire bon, voilà, aujourd'hui on va développer tel secteur de manière unilatérale sans même comprendre ce qui se passe sur le terrain. Non, aujourd'hui, l'avenir et la régionalisation avancée nous donne d'une certaine manière une espèce de cap. Une espérance, il faut que tout se fasse à l'intérieur de cette régionalisation à travers la décentralisation et non pas uniquement la déconcentration. Parce que les gens comprennent les deux. Et les régions doivent avoir un rôle à jouer dans la déclinaison de leur propre vision régionale, que ce soit dans l'éducation, la santé, l'économie, etc. Et à l'État d'accompagner à travers des mesures spécifiques, fiscales, financières et aux politiques d'être au niveau. Mais c'est sur le terrain que ça et doit aux se politiques passer. d'être au niveau. Les politiques, mais de plus en plus les élus locaux. Les élus locaux. Demain, ça sera les élus locaux de plus en plus qui auront une responsabilité de définir, de décliner une vision et de l'implémenter. Et l'État, le central, comme on dit... Est-ce qu'on peut leur faire confiance aux élus locaux? Dans les années qui viennent, il faudra. C'est le modèle, c'est le chemin qu'on devra emprunter. Le Maroc, fort de son histoire, de sa diversité, de son hétérogénéité, on n'a plus le temps, ça c'est certain, mais on n'a pas le choix que de s'inscrire dans cette régionalisation avancée qui, moi, à mon sens, est une partie de la solution. Moi, je pense que c'est une partie de la solution. Fiscalité à la carte? Pourquoi pas? Régional, oui. Oui, pourquoi pas. Peut-être évoquer en tout cas dans les... Sur le plan régional, vous Sur le plan régional, bien sûr. L'Allemagne l'a fait. Les lenders allemands, le système fiscal allemand, d'ailleurs c'est un très bon exemple, il est basé sur ça, une fiscalité à la carte. Pourquoi pas? Il ne faut rien s'interdire. Et ces assises doivent être cet espace de débat. En tout cas, les assises, ça sera le 3 et 4 mai prochain. Et donc j'ai bien compris aussi que Tarek Melki sera partie prenante de ces assises. J'espère. Si on me sollicite, je répondrai présent comme toujours. Et comme chaque fois vous avez répondu présent également à notre invitation au débat. Tout à fait. Merci en tout cas. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Tarek Melki, économiste, directeur fraîchement nommé. De l'ISCAE Rabat. De l'ISCAE Rabat. Voilà. Très belle école. Très belle école. Et membre du bureau politique de l'USFP. Très beau parti. Très beau parti aussi. C'est vrai? Oui. Avec quelques problèmes aujourd'hui, mais que nous surmonterons. C'est quel problème? Est-ce qu'il est... Oui. Il est pas propre à notre parti uniquement. C'est une crise politique que nous traversons tous et de laquelle il faudra sortir dans les années qui viennent avec peut-être une nouvelle génération de responsables. Non, mais je me dis, l'avènement d'un modèle économique, on est en plein dedans. Si en plus les partis politiques, on nous disait l'autre jour, en début de semaine, les Al-Wafi nous disaient le PJD effectivement traverse une crise. Vous me dites l'USFP traverse une crise. On va pas mentir. On a envie d'avoir des partis. Bien. Il faut avoir des partis forts pour porter un modèle, parce qu'autrement des partis en crise, affaiblis, qui marchent sur une patte. Des partis en crise, des partis affaiblis. Pour ça, il faut une élite politique nouvelle peut-être. Voilà, avec une nouvelle manière d'aborder les choses. Et moi, je crois beaucoup en l'avènement d'une élite locale, une élite politique régionale et locale. La solution ne viendra plus de l'État central, comme ce fut le cas par le passé. Il faut dépasser cette idée. Merci en tout cas, une fois de plus, Tarek Melki. Merci à vous. Et je vous souhaite une belle journée. Également, merci.